Bienvenue dans DCP, du ciné et des potes, votre émission de cinéma bi-hebdomadaire proposée par le Wishing Light Channel. Je suis entouré de Fred, Jérémy, Julien, salut les potes. Bonjour. D'une d'eux s'accapare toute l'attention du public, pourtant chez DCP on a vu des films qui font l'actualité et qui valent le coup qu'on en parle. En première partie de cette émission, les critiques de Ferrari, le dernier Michael Mann sorti sur Prime Video, et La Salle des Profs, un film allemand nommé à l'Oscar du meilleur film étranger. En deuxième partie, Jérém analyse les chiffres de la cérémonie des Oscars qui s'est tenue le 10 mars. Je vais vous faire jouer avec des répliques et Fred poursuit sa carte Joker puisqu'il nous avait invités à revoir des films de notre enfance qu'on avait complètement oubliés. Joli programme, messieurs. Très joli programme. Très beau. Et en programme, qu'est-ce qui se passe dans l'actualité ? Hier s'est terminé en fait un festival qui s'appelle l'Another Way Festival, qui est un festival de cinéma qui de base avait lieu en Espagne et qui est maintenant en France, à Bordeaux. Et en gros, c'est un festival qui a commencé le 14 et qui s'est intéressé aux questions liées à l'environnement. Donc c'était assez cool et on verra si ça se reproduit pour les années à venir. L'UGC Normandie, la deuxième plus grande salle de Paris après le Grand Rex, est menacée de fermeture, messieurs. Bah, elle est carrément actée, la fermeture. C'est menacé, pour l'instant, c'est pas sûr à 100%. C'est comme le Luminor. Comme le Voilà, Luminor. c'est beaucoup pas de sûr à salles. 100%, mais c'est menacé. Parce que UGC réfléchirait à une fermeture définitive en juin 2024, même si elle n'est pas actée, du cinéma des Champs-Élysées. Alors ce n'est pas la première salle des Champs qui ferme après la fermeture du Gaumont-Marignan en décembre 2023 et celle de l'UGC Georges V en mars 2020 à cause du Covid. La cause principale de ces fermetures, c'est notamment les hausses des loyers importants qu'il y a sur les Champs. Mais il ne faut pas oublier que les spectateurs parisiens et ceux venus de la banlieue délaissent un peu les cinémas des Champs-Élysées pour se retourner vers d'autres pôles parisiens, comme l'UGC Léal, qui, je le rappelle, est le premier cinéma du monde en termes d'entrée, le cinéma de Bercy, l'UGC Bercy, ou encore le MK2 Bibliothèque. Mais je trouve ça un peu con de le fermer en juin parce que y a les JO qui arrivent, il y aura plein de touristes et les Champs-Élysées c'est hyper prisé donc ça peut marcher pendant. Et c'est en cause des JO. Ça serait une des causes de la fermeture, les JO. Moi, j'aurais imaginé que les touristes allaient beaucoup plus aller à UGC Normandie vu que c'est les Champs. Ouais, mais s'il y a les JO, justement, ça va peut-être ah oui, faire c'est dur. délaisser le cinéma. Ah oui, ouais. non, mais il y a aussi ce truc-là. Ils vont pas aller voir des films, ils vont aller voir les événements sportifs. Ça dépend. Hein. C'est des ciné qui marchent bien. Hein. On s'y attend pas et en fait ça marche bien quoi. Bon, à voir. Julien. Et comme Fred, je vais vous parler d'un festival, celui de la Cinémathèque, qui s'est terminé le dimanche 17. Et l'invité cette année de ce festival, c'était Peter Weir. Et donc Peter Weir, si le nom ne vous dit rien, ses films vous diront quelque chose, puisque c'est lui qui a fait le Truman Show, mais encore Le Cercle des Poètes Disparus, encore Picnic à Hanging Rock ou Witness avec Harrison Ford. Alors, le festival est terminé, donc si vous n'avez pas pu aller, c'est raté, mais c'est l'occasion quand même de vous plonger dans la filmographie de Peter Weir de votre propre manière, et je pense que vous ne le regretterez pas, car si Le Cercle des Poètes Disparus ou encore Truman Show sont ses plus connus, il a quand même fait des bonnes pépites comme Master and Commander, qui est un film maritime avec Russell Crowe, que je vous conseille énormément, ou encore Picnic à Hanging Rock, un de ses premiers films qui est un film onirique qui se passe dans l'Australie. Moi, ma news, c'est la série Netflix Avatar, le dernier maître de l'air. Alors déjà, c'est acté, il y aura 2 saisons de plus, et en principe, l'histoire va se tenir sur 3 saisons. Et c'est aussi devenu une des séries les plus vues de la plateforme Netflix, puisqu'elle dépasse même One Piece qui avait 37,8 millions de vues. Le dernier maître de l'air, du coup, ça fait 41,1 millions de vues en 11 jours. C'est sorti. Oui. Combien de temps? Il y a 11 jours. J'en ai même pas du tout entendu Il y a parler. aussi la série Shogun sur Disney+, qui cartonne apparemment. Ah oui. Ouais, donc je sais pas c'est quoi ces chiffres, mais c'est un peu les 2 grosses séries du moment. La série, je l'ai pas du tout vue. Mais y a apparemment, aucune publicité, je n'ai rien vu. Mais les gens aiment pas apparemment. Ok. Ils aiment pas, mais ils voient. Et 3 saisons, c'est bizarre. Enfin, ça serait plutôt 4. Je sais pas, moi j'ai pas vu là. Ok. Il me semble pas que il me semble le dessin animé c'est en 3 saisons, si je dis pas de bêtises. Ah bah oui, il y a l'air qu'il maîtrise déjà. Pardon, excusez-moi. 3 saisons. Je sais pas, j'ai jamais regardé le dernier maître de l'air. Oh. Ok, regarde. Bref, on passe aux critiques. Alors, notre premier film, on n'a pas souvent l'occasion de parler de ce réalisateur, de parler de Michael Mann, parce qu'il fait peu de films. Pourtant, on lui doit les merveilleux hits Collatéral ou encore le culte Dernier des Mohicans. Donc Mann revient avec un biopic sur Enzo Ferrari avec pour tête d'affiche Adam Driver et Penelope Cruz, et ça s'appelle sobrement Ferrari. Suis-je un athlète? Ou un compétiteur? Si tu montes dans une de mes voitures, tu le fais pour gagner. Ferrari. Ferrari. Avec l'accent, merci. Pardon, Ferrari.
Non. Au cours de l'été 1957, l'ancien pilote automobile Enzo Ferrari est en crise. La faillite traque l'entreprise que lui et sa femme Laura ont construite à partir de rien. 10 ans plus tôt, leur mariage tempétueux lutte avec le deuil d'un fils et la reconnaissance d'un autre. Il décide de contrer ses pertes en misant tout sur une seule course, 1000 milles à travers l'Italie, l'emblématique 1000 Miglia. Millia. Le gl, c'est glia. Enfin, ça se dit pas gl, ça se dit lia. 1000 Miglia. C'est pas comme s'il le répétait tout le temps pendant le film, quoi. Ouais, je sais pas, j'écoutais pas. Ah. J'ai un peu piqué du nez devant. Je peux comprendre. C'est marrant parce que Michael Mann, je veux dire, il a quand même fait des films qui durent 2h50. Genre Hit, c'est incroyable en matière de D'action. durée. Ouais. En fait, c'est pas forcément de Mais de l'action. rythme en De général. rythme, c'est ça, genre c'est vraiment comment tu gères le rythme et surtout le temps dans une séquence. C'est vraiment genre, tu sais, le temps est toujours très bien dilué, très bien au service du suspense. Alors que dans Ferrari, t'as tendance à t'ennuyer, même dans les scènes d'automobile, enfin de course automobile. Je trouve que ça manque d'un panache, quoi. Et je suis très rassuré parce que j'ai eu la même sensation. Je m'endormais en fait devant Ouais. Ferrari. J'ai dû attendre la fameuse scène de l'accident, j'en dirais pas plus, Mais pour juste- vraiment avoir un sursaut et être Mm. totalement attentif. Mais c'est les 20 dernières minutes. C'est ça. D'ailleurs, moi, ça m'a fait l'effet oh putain, parce que ça m'a réveillé, quoi. Également. Alors pourtant, je suis assez fan de tout ce qui concerne l'automobile depuis quelques années. Donc on va pas dire que j'attendais ce biopic sur Ferrari parce que je l'avais pas demandé, mais même si ça avait été bon, je l'aurais pris comme il l'était. Mais je me suis emmerdé. Je trouve que les séquences elles durent pour certaines trop longtemps pour ce que c'est. Des séquences qui je ne comprends pas ce qu'il y a de foutre là. Donc tu pourrais réduire facilement 20 minutes, voire 30 de ce film. Même chose, je me suis un peu fait chier devant ce film. Je l'ai regardé hier, c'était. Enfin, Ouais. Mais Oui. c'est un film qui a aucun intérêt parce que ça n'a aucun intérêt biographique globalement parce que ça n'apprend rien d'intéressant sur Monsieur Ferrari si ce n'est son histoire de fils caché. Mais est-ce qu'on s'en moquerait pas un peu? Je veux dire, Ferrari, t'as envie d'apprendre des choses sur l'automobile, sur les voitures, sur l'entreprise Ferrari. Tu en apprends rien. Tu pourras au moins avoir un intérêt purement d'action. Dans à la limite, ça aurait pu être dans- ça. Oui, c'est-à-dire Tout le film. sur la course, mais même Exactement. les scènes de course sont ennuyeuses. On n'a jamais de sensation de vitesse et de mouvement, alors que c'est quelque chose de très important dans le cinéma de Michael Mann. Bah, c'est ça, en fait, les séquences, à part la plupart, elles sont filmées en plan large, de très loin. Bah, du coup, t'as pas la sensation de vitesse, hein, je suis désolé. Bah, il y a deux trucs. Soit il iconise un peu la voiture, comme s'il filmait la voiture sous forme de pub. Sauf que le sujet de la scène, c'est la course, c'est pas la bagnole en fait. Et la bagnole en plus elle est moche. Et sinon, Je vais me retenir de te taper, mais. Oh Mais sinon, les scènes d'accident, par exemple, les petits carambolages ou même ce genre de choses-là, les virages, ils filment tout en plan extrêmement large, quoi. Et du coup, ça manque de panache, quoi. Il y a cette scène-là où le mec, il sort de sa bagnole qui vient d'avoir un accident, et l'autre qui le récupère en mode « Je te récupère !» Et la caméra, elle est 10 mètres trop loin, t'es en mode approchez-vous. Ouais, mais en point de comparaison à ça, j'avais le premier Mad Max en tête. Enfin, les caméras, avec tous les défauts que peut avoir Mad Max, sa grande réussite, c'était toute sa séquence d'introduction où tu avais les caméras qui étaient vraiment embarquées, tu étais aux côtés des voitures et tu avais vraiment la sensation de choc que tu ne retrouves jamais dans Ferrari. Moi, la référence que j'aurais de contemporaine, c'est Ford versus Ferrari, c'est Le Mans 66. Où d'ailleurs, il y a Ferrari qui entre en jeu aussi. Et où il était producteur, Michael Mann. Ouais, mais ça c'est vachement cool quoi comme film. Et je me disais, est-ce que c'est parce que je l'ai vu au cinéma et que Ferrari on est obligé de le regarder sur notre télé parce que Amazon Prime? Mais en fait même pas, je pense juste que le film est barbant Même de au base. cinéma, Je pense il que y a rien ça aurait, d'intéressant. ça aurait été pire en fait. On a encore plus vu le truc, pas assez dynamique, non? Je sais Ouais, pas. je sais pas. En ce qui concerne le manque de dynamisme, tout ça, pareil au niveau des plans, je trouve qu'il y a des plans, je me demande pourquoi ils s'attardent dessus et ils coupent pas en fait, parce que ça sert pas à grand chose. Il y a des plans qui durent des plombes. T'as l'impression que le plan devrait se terminer, mais non, il garde un peu de ce plan avant de passer à une autre séquence ou je ne sais quoi. Et je trouve que ça ralentit vachement le rythme du film, et t'as un peu de temps sur certains points. Pourtant, je trouve que entre deux plans complètement nazes, il y a un plan, il y a de temps en temps une fulgurance de mise en scène, de mouvement de caméra, de façon de suivre un personnage. Genre, je sais plus, il y a un plan moi que j'avais beaucoup aimé où c'était où ça passait juste d'une cabine téléphonique à un bureau. Et il y avait cette façon de suivre le personnage, cette façon de faire tourner la caméra. De toute façon, Michael Mann, je trouve qu'il est quand même malin dans sa façon de définir les espaces dans lesquels se situent les personnages. Genre, je trouve qu'il arrive assez facilement à nous faire comprendre le passage d'une pièce à une autre par les couloirs et nous faire comprendre toute la topographie des pièces. Mais c'est pas si mis en scène dans le film. Alors moi, le seul film que j'ai vu de Michael Mann, et je le regrette beaucoup de n'avoir vu, enfin,
d'avoir vu qu'un seul de ces films avant d'avoir vu Ferrari, c'était le Collatéral, que j'avais beaucoup aimé. Et c'est vrai que dans Collatéral, tu partages le temps d'écran entre le taxi et les diverses zones où vont se rendre les personnages. Et l'importance du taxi, qui est vraiment une zone de huis clos, n'est jamais ennuyeuse ou n'est jamais mal utilisée. Et on se retrouve plus ou moins dans la même chose que Collatéral, c'est-à-dire qu'on va passer notre temps entre les voitures et l'extérieur. Et pourtant, on n'arrive jamais à retrouver cet éclat que pouvait avoir Collatéral. Oui. Puis d'ailleurs, toute la course finale, c'est marrant parce que tu as ces séquences de course et tu as les moments où tu as juste Enzo Ferrari, lui, il est à côté, il est en train de réfléchir, et il passe voir sa femme, puis sa femme passe voir quelqu'un d'autre, et genre... tu sais, comme s'il s'en battait les couilles qu'il y a une course à côté. Et j'ai l'impression que ce film, c'est peut-être un peu. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. On critique beaucoup Nolan pour les personnages féminins. Vous en pensez quoi dans ce film aussi, des personnages féminins? Ouais, c'est pas très bien non plus. C'est pas fou, hein. Penelope Cruz, j'étais en mode, mais c'est nul, quoi. Bah, Enfin, c'est caricatural au possible. Et les relations entre les personnages, entre Ferrari et ces deux femmes, enfin vraiment, elles sont là. Après, mais juste pour, c'est les années 50. Hein. C'est assez Non, mais ouais. classique. Ouais, mais je sais pas, Penelope Cruz, elle m'a pas. J'ai l'impression que c'était hyper cliché, les dialogues. Puis Vraiment, ça marchait pas. Il y avait pas une bonne relation entre les deux, quoi. Moi, c'était la maman italienne là de la mère de Ferrari. Je suis en mode le cliché de la maman italienne. De toute façon, tout est assez cliché dans les dialogues, voire assez ridicule. Moi, je pense à la. Mais oui. C'est au tout début du film. Il assiste à un test avec son pilote. Et il y a une autre personne qui veut postuler à ce rôle de pilote. Donc, il le rembarre. Il lui dit, on a déjà quelqu'un. Le mec a un accident, se tue. Plan qui suit. Venez me voir demain à mon bureau. Oui, mais ça, c'est le côté pragmatique et un peu rigolo. Enfin, c'est pas rigolo, mais genre le côté pragmatique du personnage. Mais par rapport à Penelope Cruz, ce que je voulais dire, on lui donne pas beaucoup à jouer. C'est-à-dire, on lui donne juste une émotion, c'est Penelope Cruz qui se morfond, qui est énervée, qui est en colère. Et elle a jamais d'autres émotions à faire dans le film. Et moi, j'étais frustré d'avoir ce truc-là. J'avais l'impression que ça irait plus loin. Et en fait, non, elle reste toujours dans ce cliché de personnage. C'est ça. C'est hyper dommage. Même Adam Driver est très... stoïque. C'est ça, tu m'as donné le mot que je n'arrivais pas à trouver. Il n'y a pas vraiment d'Adam Driver qui incarne Ferrari. On ne sent pas la présence d'Adam Driver. Pourtant, c'est un acteur avec de la présence. Juste, je reviens vite fait sur une toute petite remarque qu'on avait fait au début. Je sais plus qui disait que le film s'appelle Ferrari. Oui, c'est moi. Genre, ouais. Parce que j'ai dit qu'il s'appelait Ferrari. Oui, non, mais en fait, moi, je trouve ça pas pertinent parce que du coup, le film se concentre sur Enzo Ferrari, sur la personne qui était Enzo Ferrari plutôt que sur Ferrari. Parce que tu te dis Ferrari, tu te dis peut-être la marque. Sur du coup tout ce qui était usine, je crois que c'est toi qui avais dit ça, Julien, sur tout ce qui est usine, etc. Peut-être est-ce que le film aurait dû s'appeler Enzo Ferrari plutôt? Moi non, je pense que c'est bien le titre parce qu'il y a aussi tout ce problème avec le fils, quoi. Le fils qu'il a perdu, le fils qui. Oui, puis l'entreprise qui est en faillite. Oui, voilà. Non, je trouve que c'est bon, c'est un truc basique, mais ça résume bien le truc parce que ça parle aussi, voilà, du fils qui reconnaît pas, quoi. Tout ce dilemme-là. Il y a peu de choses à dire finalement. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est ça. Il y a peut-être quelques fulgurances, comme disait Owen. J'ai en mémoire un plan où il utilise un travelling compensé sur une scène de course. Oui, ça revient beaucoup, ça. Oui, 2-3 fois. avec les arbres. Ouais, Voilà. ça revient quelques fois. Des plans avec des courtes focales où t'as Enzo Ferrari qui est très proche en premier plan, donc du coup ça déforme un peu son visage. Enfin, c'est des trucs assez basiques aussi, hein, pareil. Mais l'accident en soi, l'accident final. Mais voilà, l'accident, c'est la séquence clé du film et ça dure 10 secondes. Oui, mais pourtant, genre, ces 10 secondes sont absolument incroyables. C'est ça. Enfin, je suis désolé. Enfin, incroyable Non, en mais termes genre, de mise en scène, etc. ça- pas dans ça- ce qui se passe. Ça m'a sorti de ma torpeur, mais juste ce sorte de petit suspense de la brique sur la route, du pneu, de la... Voilà, c'est genre... C'est une séquence, elle dure 1 minute, mais elle est bien montée, elle est bien filmée. C'est cool. Moi, m'a fait penser à la pub, je sais pas si vous voyez. Hein Des gosses qui vont genre déjeuner dans un parc. La pub de la sécurité routière des Pays-Bas, je crois. En Allemagne. il me En semble. Allemagne. C'est exactement Ou le Pays-Bas, délire, je c'est que t'étais à fond dedans, t'es en mode ouais, ok, le mec prend sa voiture et des gosses qui cueillent les champignons, et puis d'un coup, en 2 secondes, t'entends genre. Alors, vraiment. je connais pas, Faut mais... absolument que tu vois cette pub, et c'est exactement mis en C'est un scène. peu C'est la après même type manière de mise en quoi. scène avec ses chants contre chants entre route et public. C'est ça. Oui. Et c'est vraiment, mais la pub est très forte. C'est ça, en plus, on voit juste avant une des familles qui va être prise dans l'accident, entre guillemets. Ouais. Et je me disais, mais pourquoi on s'attarde sur ces personnages d'un coup? Ouais. Moi, je m'attendais à voir le gosse se faire, voilà, le petit, quoi. Et non, en fait, c'est désamorcé, et puis en fait, non, ça revient. Non, mais cette séquence est super cool. Oui. Tu as cette sensation que quelque chose peut basculer à tout instant. Oui, puis en fait, c'est judicieusement amené parce que il parle vite fait des pneus, donc il y a cette hésitation sur les pneus. Tu vois le gamin qui se dirige vers la route et tu vois le père qui prend le gamin pour le ramener à la maison. Genre, c'est une sorte de petite. Faux suspense qui en fait en cache un plus grand. Bon, en fait, c'est des éléments clés qui te permettent de comprendre tout ce qui se passe, mais en même temps, genre, tu t'y attends pas. Moi, ça m'a surpris, hein, cet accident. Et en plus, moi, je me disais, mais ils sont complètement cons. Pourquoi il n'y a pas de rambarde de sécurité? Les années 50. Eh
ouais. Mais du coup, ce film qui était un peu dans la torpeur, bah moi, il m'a réveillé au moment où la course commençait, donc je commençais à être dans le film. Ouais. Et effectivement, la séquence est bien placée, quoi. Ouais. Mais en fait, je pense que le film aurait dû commencer à, peut-être pas à ce moment-là, mais commencer un peu plus tard là où il commence. Et vraiment que ça, ce soit le nœud central du film, comme les hits, parce que hits, littéralement, ça dure 2h50, c'est vraiment pendant 1h20, on te met en place tous les éléments qui vont constituer le moment clé de hit, qui est un braquage. Et donc ça, c'est le cœur du film qui dure 15 minutes. Et après, tout le reste du film, c'est les conséquences de ça. Et là, t'as J'ai trop envie de l'impression... le voir. C'est incroyable. J'ai vraiment trop envie de voir ce film. Et justement, là, dans Ferrari, t'as l'impression d'avoir toute une montée de ce qui va se passer, mais l'élément clé du film qui arrive à la fin, bah, il n'en fait rien, quoi. Ah non, parce qu'après tu passes sur ce qui est classique dans un biopic, c'est l'écran noir avec les écriteaux blancs qui Ouais. t'expliquent alors Enzo Ferrari, voilà les quelques lignes qu'on Alors te que met à le la fin d'un procès, biopic. il existe. Du coup, j'ai lu quelques articles derrière. Et en vrai, c'est pas inintéressant à suivre, en fait. Et il le fait pas. Il prend pas la bonne décision narrative, au niveau du scénario, elle est pas bonne la décision narrative. Bah, il veut s'intéresser à la famille, mais... Ouais, mais sauf que ça dit rien de la famille, c'est comme on disait, ça donne aucun portrait de femme ou d'homme intéressant. Et il y a peut-être juste cette séquence de dispute entre Adam Driver et Penelope Cruz où on effleure peut-être quelque chose avec Adam Driver qui dit qu'il connaissait plus sur le médical que sur ses propres voitures. Ah oui, oui, c'est oui. peut-être juste ce dialogue-là où tu arrives à toucher quelque chose d'un peu plus supérieur, mais ça retombe très vite. Voilà. Mais c'est pas le dialogue de fin entre les deux, non? Non, c'est pas Je sais plus exactement où ça en est. tu vois. soit c'est le dialogue de fin, soit c'est le dialogue juste avant la Miglia. Je crois que c'est juste avant la course, mais c'est peut-être après, je sais plus trop. Voilà. En tout cas, à part quelques mini-fulgurances, ça reste quand même très... Moyen. dommage, hein. Dommage. C'est du Michael Mann, quand même, tu vois. Il n'en fait pas tous les jours des films, donc dommage que ce soit pas bien cette fois. Sujet clos. Oui. Les chiffres. Les chiffres de Ferrari, c'est 110 millions de budget si vous voulez savoir. Énorme. C'est C'est énorme. beaucoup, non? Alors à savoir qu'il est sorti un tout petit peu en salle aux États-Unis avant de passer sur Amazon Prime. Il a fait 18,5 millions pendant son exploitation. Et sachez que il n'y a pas que en France où il était diffusé par une plateforme, mais il y a des pays où il est sorti en salle. Et le cumul mondial de tous ces pays, ça fait 43,3 millions de dollars. Après, ça dépend, genre, on sait pas combien de pays le diffusent en salle et dans combien de pays il passe directement à la case streaming. L'Italie, tu penses qu'il est passé en Italie? En Italie, il me semble qu'il est sorti en salle, mais faudrait que je me suis pas attardé là-dessus. Ah, mais moi, j'ai reconnu Bologne, j'étais en mode, c'est Bologne. Ah oui. J'étais trop content. Non, même les paysages italiens, il en fait rien. On passe de l'Italie à l'Allemagne. Et mine de rien, le cinéma allemand s'exporte peu, ou en tout cas, nous parvient difficilement. Quand on parle de films allemands récents, il y a peu de films récents qui nous viennent à l'esprit. Donc, on a La Vague et on a La Chute. Mais mine de rien, ces films-là, ils ont déjà 10-15 ans. Donc, peut-être que La Salle des Profs va s'imposer comme un des nouveaux films cultes du pays, ou en tout cas, c'est bien parti parce qu'il est nommé à l'Oscar du meilleur film étranger. Frau Kuhn, ich habe ein riesiges Problem. Ey, jetzt lass doch mal los! Haben Sie einen Beweis? Wir können mit dir nicht darüber reden, Oskar. Hin oder her, aber der Junge ist doch total verwirrt. Sehen Sie das nicht? Et donc par rapport à l'arrivage du cinéma allemand chez nous, il faut savoir que depuis l'année 2000, il y a seulement 4 films allemands qui ont dépassé le million d'entrées en France. Quels sont ces films? Il y a Goodbye Lenin, il y a 2 films d'animation qui sont considérés comme allemands, mais ça se trouve c'est des coproductions et j'ai plus les titres en tête. Et La vie des autres. La vie des autres, voilà. De quoi ça parle, La Salle des Profs? Alors qu'une série de vols a lieu en salle des profs, Carla Novak mène l'enquête dans le collège où elle enseigne. Très vite, tout l'établissement est ébranlé par ces découvertes. Du coup, est-ce que vous trouvez une certaine patte au cinéma allemand? Est-ce que, genre, quand vous regardez ce film-là, vous vous dites « Ah, ça sent l'Allemagne ». Bah déjà, Il parle allemand. Merci, c'est tout pour moi. C'est vrai. c'est comme en France, j'ai l'impression que notre patte un peu à l'Europe, c'est de faire des films sociaux. Je sais pas, l'Allemagne, tu vois, moi je pense à La Vague, je pense à tout ça, c'est très centré sur le social. Donc là, c'est la même chose. Moi, le film, en tout cas, m'a beaucoup stressé. Je sais pas pour vous. T'es dedans, hein. Franchement, je trouve qu'on est vite est dedans. on est Et bien c'est dedans. ouf parce que moi, je l'ai regardé avec ma mère. Et je lui lance le film, elle me fait mais pourquoi tu me montres un film avec des maternelles? Enfin tu vois, elle me disait mais j'en ai rien à foutre, enfin ça va pas me... Je suis pas pris T'as quoi. branché, quoi. Et en fait le truc commence et tu te dis ok, on parle juste d'un petit vol et ça part sur un truc mais beaucoup plus grand en fait. Et c'est génial, vraiment j'ai adoré. Ça monte judicieusement en intensité et en complexité de la situation. Ouais, parce que tu dis que ça peut pas aller plus loin, mais ça va plus loin, ça va toujours plus loin en fait. Et c'est fou. Julien? Moi, je trouve que ça va pas assez loin, justement. Je trouve que le film se donne pas les moyens de ses ambitions et qui donne pas ce qu'il promet de donner au spectateur.
Justement, t'as un crescendo qui monte en termes d'angoisse, en termes de... Gravité dans les faits. C'est ça, c'est cette progression totalement inattendue. C'est vrai que la semaine dernière, tu parlais du cinéma des frères Safdie et tu disais qu'il y avait la semaine dernière, il y a 2 semaines ou 2 émissions, dans cette progression de toujours aller dans le pire. Et c'est exactement ce qu'est le film. Et justement, ça monte. Et ça fait le choix de l'immobilisme. Sans révéler plus de la fin, c'est l'immobilisme. Et c'est vraiment l'immobilisme au sens littéral, pour pas en dire plus. Et je trouve ça dommage. Moi, j'aime beaucoup ce côté à la fin du film où ça arrête de monter en crescendo et ça devient une situation qui ne peut pas s'arranger. Ça reste bloqué en fait. Il n'y a aucune solution pour remédier au problème. Et c'est ça que j'aimais bien pour le coup. Que dans les frères Safdie, bon, souvent la fin c'est simple, c'est la mort de quelqu'un quoi. C'est genre la fin quoi. Que là, c'est vraiment ce truc de situation bloquée que j'ai beaucoup aimé. Ouais, la situation bloquée, moi je l'ai repérée dès qu'elle était annoncée et le tournant, on va dire, au moment où le gosse il devient. Comment il s'appelle déjà Oscar. Le moment où Oscar prévient sa prof qui va lui mettre misère, moi j'ai dit c'est mort, ça y est, il n'y a plus aucune solution. Quand un gamin dit ça, c'est fini. Non, et puis il est malin le gamin. Et le stress aussi, pourquoi j'étais stressé, c'est que c'est un film qui sort quand même en France dans un contexte hyper dur, par exemple par rapport à Samuel Paty ou à tout ça. Et en fait, pendant le film, j'étais hyper stressé parce que je m'attendais vraiment à ce que un des gosses en fait sorte un flingue, enfin tu vois, qui est vraiment ce truc-là. Et je sens que ce film peut vraiment marcher par. Ce que j'aime beaucoup là dans ce film, si on reste sur le côté purement cinématographique, c'est cette idée de mutation. C'est-à-dire que Carla, elle passe avant tout de la victime, c'est celle qui est victime du vol, à celle plus ou moins de coupable, puisqu'elle lance une accusation. Et elle met au banc de son travail je crois que c'est une CPE ou une secrétaire. C'est une secrétaire. Ouais, ou une secrétaire. Donc ça interroge sur son rôle. Au début, elle est plutôt une sorte d'avocate, c'est-à-dire qu'elle est contre les méthodes utilisées dans l'établissement, c'est-à-dire qu'on fait un interrogatoire aux élèves, on arrive, on fouille les portefeuilles dans la classe, et à la fin, c'est l'inverse, c'est elle qui allume sa fameuse caméra sur son ordinateur et qui va capter le vol. Et ça, en termes de mutation des personnages, c'est super intéressant. Pareil avec le personnage d'Oscar, qui est l'intello, c'est comme ça que l'appellent les autres élèves de la classe, donc la personne studieuse, et qui en fait se retrouve être l'antagoniste. Et comme disait Fred, sur l'actualité, c'est vrai que socialement, ça en dit beaucoup de choses. C'est comment une personne peut se mettre en conflit, alors que c'est une personne qui veut... être pour le mieux, c'est-à-dire essayer de concilier tout le monde, arrive à se mettre à dos les autres professeurs, ses collègues, à se mettre à dos les parents d'élèves et à se mettre à dos les élèves. Mais justement, j'ai beaucoup de sympathie pour le personnage et pendant tout le film, je me disais, tout ce qu'il fait est sous le prisme de vouloir bien faire. Et en plus, je trouve qu'elle fait pas beaucoup de conneries. Sauf que quand elle fait une connerie, et en plus tu vois très bien quand elle plonge le nez dedans, tu assimiles déjà toutes les conséquences qui vont se passer. Par exemple, la scène de l'interview avec le journal étudiant, c'est dès le moment où tu comprends quand elle rentre dans cette pièce, tu sais exactement vers quoi ça va se diriger, vers quel engrenage dramatique ça va se lancer, et tu peux juste que constater la misère. Après, ce moment-là, c'est pas totalement encore une connerie. Toi, en tant que spectateur, tu sais que c'est une connerie de le faire, parce que le film t'oriente vers ça. Mais si tu te mets à la place du personnage, à ce moment-là, l'affaire a pas pris autant d'ampleur. Elle est censée juste donner une interview qui a en rien à voir avec cette affaire, et c'est au moment de l'entretien qu'on lui balance l'affaire du vol. Et en fait, elle se retrouve piégée. Ouais, mais j'aurais juste coupé le micro, j'aurais fait « Ciao les cons !» Ah oui, c'est ça, je me serais juste barré, mais c'est juste qu'elle veut bien faire, elle a envie d'aider ses gamins parce que, tu le vois dès le début, elle est ultra perfectionniste, elle reste alors qu'il y a tous ses collègues qui sont partis, on a l'impression qu'elle aime ce boulot, surtout qu'elle est remplaçante, si je dis pas de conneries, donc elle a envie de faire ses preuves, etc., elle vient d'arriver dans le collège, et donc bien évidemment, travaillant moi-même dans un collège, je me suis beaucoup mis à la place des adultes, et je peux vous dire qu'il y a certaines situations, ça m'a bien pris quand même. Entre la Ferrari et les collèges, c'est l'émission de Jérémy aujourd'hui. Ouais. Mais tu prends jamais vraiment parti aussi, tu vois. Enfin, t'es en même temps pour la prof, mais en même temps, t'es aussi d'accord avec les élèves de ce qu'ils vivent, tu vois. Tu comprends les ressentiments qu'ils ont. Tu comprends la révolte, tu vois. T'es pas non plus en mode bande de petits cons. Non, tu vois. c'est ça. Non, puis c'est vraiment pas un prof. T'as l'impression que c'est un prof qui est ouvert au dialogue. Tu vois, qui veut toujours bien résoudre les choses, qui est attentif à ses élèves, mais qui, elle est dans un engrenage qui fait qu'elle a les mains liées. Puis surtout, elle a le cul entre deux chaises dans chaque situation et dans chaque nouvelle étape de l'engrenage. Et pour revenir sur Safdie, les personnages, ils le cherchent dans les films de Safdie.
Là, c'est Ouais, moi, l'inverse en fait. C'était vraiment ce côté Ah, engrenage, ok. le côté, j'avais pas ce terme-là, mais ça, c'est ce côté engrenage Mm. que tu ne peux pas arrêter. Ok. Et c'est pour ça que j'ai cette déception sur la fin. Ça peut tellement aller loin, il y a tellement de possibilités de choses, et tu te dis que ça va vraiment très très mal finir. Et c'est ce choix d'immobilisme, de pas vraiment résoudre la question posée qui m'a un peu déçu au vu de tout ce qui avait été donné dans le film. Ok. Après, c'était quand même bien. Mm. La fin, je me dis, qu'est-ce qui se passe après? Jusqu'où ça va aller après? Tu vois, même si le film ne le montre pas, je suis en train d'imaginer des trucs. Tu vois, parce que ça peut pas s'arrêter là. Le film s'arrête là, certes, mais l'histoire du film, moi, je la continue très clairement dans ma tête avec des trucs où je vois que ça va monter encore plus loin, etc. Enfin, Après, moi, je comprends pourquoi le film s'arrête ici, à cet instant-là. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a cette suite de plans qui se situe dans le collège, qui montre le collège vide. C'est parce qu'en fait, genre, la suite de l'histoire se déroule en dehors du collège, alors que c'est un plus ou moins huis clos. Hein. Tu sors absolument jamais de cette école-là. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je parlais de Michael Mann pour sa façon de dépeindre une pièce et de réussir à cartographier par sa mise en scène les environnements. Là, on a un exemple typique avec la salle des profs. Il y a cette façon ultra forte. Tu te retrouverais dans ce collège-là et tu as vu le film. Et ben voilà, tu sais où te rendre, tu sais par quel couloir te rendre pour aller dans la salle des profs, pour aller dans la salle de gym, pour aller dans la récré. Et c'est cette façon-là d'arriver à centrer la caméra sur les personnages, mais à mettre en évidence tous les environnements et toutes les salles dans lesquelles ça se passe. Mais c'est un cinéma qui emprunte beaucoup au cinéma d'horreur, parce que tu parles de ce plan final où ça montre toutes les pièces du collège, c'est la fin d'Halloween. Mm. Et en fait, cette dimension horrifique, tu la trouves même dans le huis clos, on est toujours dans le collège, mais surtout dans la façon de filmer les couloirs. Et je trouve que notamment la scène où tu as la réunion de parents d'élèves, c'est là où tu atteins une apogée dans ce style d'épouvante. C'est-à-dire qu'elle fuit à travers les couloirs, et elle se retrouve totalement coincée dans une pièce comme elle est coincée par l'affaire qui est en cours dans le collège. même coincé par le format du film en lui-même, parce que le 1.33 n'est pas utilisé, je sais pas si c'est du 1.33 ou un peu plus, mais ça enferme bien le perso, ça enferme le film dans le cadre du collège, ça enferme encore plus les personnages avec des surcadrages par moments et qui sont magnifiques. C'est cloisonné, en gros, c'est vraiment cloisonné. Mais c'est vrai que l'horreur, ouais, dimension de l'horreur, j'avais pas pensé, mais ouais, de fou quoi. T'as l'impression qu'à tout moment, t'as un gosse qui va sortir et te trancher là. Non, mais moi, je suis vraiment resté sur un truc hyper violent en fait. hein. Mais il y a la scène avec Oscar et le Oui. PC, il y a de la violence. Et c'est vrai que, comme dit Jérémy, le film s'arrête à un point, mais l'histoire continuera forcément. Et quand tu vois cette petite once, parce qu'elle est finalement elle est terrible, mais elle est très légère en termes de séquelles physiques. Mais si tu as déjà ça qui a pu avoir lieu, ça peut être encore plus loin, encore plus terrible. Mais là, on parlait un peu d'horreur. C'est marrant parce qu'il y a deux scènes. Il y a la scène avec les parents d'élèves et il y a cette scène finale. Et à deux reprises, t'as, on va dire, un ennemi de la prof principale, de Carla Nova, qui entre, mais vraiment de la même manière, avec la capuche, pas forcément titubant, mais en longeant le mur. Et tu sens vraiment la menace qui arrive par derrière. Et bah, les deux personnages, on connaît les liens qui les unissent. Et justement, c'est cette sorte de dualité-là, enfin ce parallèle de l'ennemi héréditaire qui est absolument génial. Et moi, ce que je trouvais très intéressant, c'était de le mettre en parallèle avec un métier sérieux dont on avait parlé Je pensais. dans les premiers DCP. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans la salle des profs, c'est que on ne voit jamais la vie privée de Carla. Et en fait, on ne se concentre que sur le collège. Et c'est pas un défaut. T'as pas cette sensation de on aurait pu explorer. En fait, on est que sur les faits. Et on se perd pas. Et c'était peut-être le défaut du film de Litli, mais c'était aussi son but, c'était lui de capter des tranches de vie. Et là, c'est pas le cas, et je trouve que ça innove dans ce qu'on pourrait dire du film de prof. Ah ouais, pas bête. Ouais. Non, mais j'y pensais tout à l'heure en faisant le comparatif. Je me disais que il y avait une façon française, qui est très française, hein, ça fait très film français. Et Comédie dramatique, alors que là, Allemagne, t'es purement dans le drame, quoi. ouais, mais c'est justement, ça me fait penser à La Vague qui est pareil, qui a ce côté vraiment factuel des événements. Puis cette mise en scène froide, quoi. Moi, il y a un truc que j'ai remarqué aussi, c'est la musique. Elle est très bonne. D'une part, elle est très bonne, mais de deux, Les violons, les violons, les cordes. Ouais. à chaque fois, ou les cordes en général, à chaque fois qu'elles arrivent, tu sais, c'est parce qu'il va se passer quelque chose. T'en viens à anticiper et à redouter quand elles arrivent. Et ça, c'est très fort. Non, et puis même, enfin, la composition en soi, elle a ce côté très métrique. Au niveau du rythme, au niveau des mélodies, c'est une très bonne utilisation des cordes. Pas comme les basses
dans Dune 2. Ah non. Toi, t'as Non, non, non. détesté ça. Non, ça j'ai détesté dans Dune 2. Bon, moi j'ai pas grand chose d'autre à dire sur la salle d'épreuve. Je trouve ça très bien. Franchement, je trouve ça très bien. Je ne vois pas gagner l'Oscar du meilleur film étranger. Bah, justement, moi malheureusement. j'aimerais bien. J'aimerais bien, mais je ne pense pas. En tout cas, je le conseille à toutes les personnes qui travaillent dans l'éducation nationale et travaillant moi-même dedans. Je le conseille à tout le monde. On peut même le conseiller. On conseille à tout le monde, mais plus particulièrement Parce que- à ceux qui travaillent dans l'éducation nationale. Vous allez être en stress comme jamais. Hein. Il y a beaucoup de gens qui méprisent, pas qui méprisent, mais qui se disent bon, les profs, c'est rien, quoi, c'est un truc. Mais non. Tu vois, ce film te montre vraiment à quel point c'est dur. Comment Justement, c'est dur d'être un prof, quoi. justement, j'aimerais beaucoup que certains profs de là où je travaille le voient pour qu'ils me donnent leur ressenti. Tu vois, mais je sais pas s'ils le verront. Il y a une pression constante, qui Non, existe. puis j'aime bien la place qui est donnée au rôle de la médiatrice. Enfin, c'est pas vraiment le nom de son poste, mais c'est celle qui est chargée de la vie scolaire et du bon déroulé de la vie scolaire. Et j'aime bien le rôle qu'elle tient dans toute cette histoire. Est-ce qu'on en a fini avec la salle des profs Et les chiffres. Alors, budget, je l'ai pas trouvé. C'est comme pour Love a Stranger. Inconnu au bataillon, ce budget. À savoir que le film est sorti aux États-Unis, bien sûr, puisqu'il a fait concours pour l'Oscar du meilleur film étranger. Et il a récolté 582 146 $ précisément. Pour le premier jour France, qui était le 6 mars, il a fait 20 022 entrées exactement. Troisième des nouvelles sorties derrière 14 jours pour aller mieux et Boléro. Et au cumul mondial, il y a quasiment 4 millions de dollars de recettes. En tout cas, on conseille la salle des profs, foncez le voir. Et on débute cette deuxième partie d'émission avec les chiffres de Jérém qui va nous parler des Oscars. Et oui, en effet, afin de répondre à notre émission spéciale hors série sur les Oscars avec nos prédictions, je vous propose aujourd'hui une chronique sur les chiffres des Oscars 2024. Avec dans un premier temps les chiffres de la cérémonie en elle-même, puis dans un second temps nos chiffres des Oscars. Commençons avec les chiffres globaux de la cérémonie. 3, c'est le nombre de films qui ont remporté au moins 2 Oscars. 2 pour la zone d'intérêt, meilleur film international et meilleur son. 4 pour Pauvre Créature, ce qui fait un ratio de 36% de récompenses obtenues par rapport à ses nominations. Et 7 pour Oppenheimer, un ratio de 53% de récompenses obtenues par rapport à ses nominations. 8, c'est le nombre de films qui n'ont eu aucun Oscar alors qu'ils étaient nommés au moins 2 fois. On peut citer The Creator, Mission Impossible Death Reckoning, Past Lives ou encore Le Siècle des Neiges, mais les plus gros condurs sont pour Maestro avec ses 7 nominations, et surtout pour Killers of the Flower Moon avec ses 10 nominations. Ça fait mal quand même. 13, c'est le nombre d'œuvres différentes récompensées, qu'on compte les films documentaires, les courts-métrages, etc. Donc 13 œuvres différentes récompensées. Et 37, c'est le nombre d'Oscars remis à tous les récipiendaires de cette cérémonie. Et enfin, 19,5 millions, c'est le nombre de téléspectateurs de la cérémonie aux USA. C'est mieux qu'en 2023 avec ses 18,8 millions. Et on remarque que la cérémonie regagne des téléspectateurs puisqu'au moment du Covid, seulement 10,5 millions de téléspectateurs se sont mis devant la cérémonie. Passons maintenant à nos chiffres des Oscars 2024. Qui a bien pu gagner notre jeu des prédictions? Alors sans aucun suspense, il s'agit de moi, j'ai pas eu de suspense, qui explose même le record de Fred sur les Césars avec 15 bonnes prédictions sur 19. Je fais donc un plus 7 comparé au César. Et pour vous trois, il n'y a pas de suspense non plus, puisque vous êtes tous à 9 bonnes prédictions. Donc il n'y a que des deuxièmes. Alors Owen fait un plus 1 comparé au César, Julien fait un moins 2 comparé au César, et Fred fait un moins 3 comparé au César. Oh, le glow down. 4, c'est le nombre de catégories où une seule personne d'entre nous a trouvé la bonne prédiction. Vous vous douterez qu'il s'agit de moi qui ai eu la seule bonne prédiction sur 3 d'entre elles, que sont meilleure réalisation, meilleure actrice dans un rôle principal, et oui, j'ai bien eu raison sur Emma Stone, et meilleure photographie, mais Owen fait fort en étant le seul à avoir eu la bonne prédiction sur la meilleure chanson originale. Bah ouais. J'ai rien d'autre à dire. A l'inverse, 2, c'est le nombre de catégories où une seule personne n'a pas donné la bonne prédiction. Owen est le seul à s'être trompé sur les meilleurs costumes, qu'il voyait attribués à Killers of the Flower Moon. Bah ouais. Et Julien est le seul à s'être trompé sur le meilleur acteur dans un second rôle parce qu'il avait cru à Robert De Niro. 2, c'est le nombre de catégories où aucun d'entre nous n'a eu la bonne prédiction. Les 2 catégories étant meilleur décor et meilleur effet visuel. Personne n'avait vu venir Godzilla Minus One. Et à l'inverse, 5, c'est le nombre de catégories où nous avons tous eu bon. Cela comprend meilleure actrice dans un second rôle, meilleur film international, meilleur scénario original, meilleur montage et enfin meilleur son. Et bah merci pour les chiffres. De rien. Et rendez-vous pour les Golden Globes. Non, je rigole. Non, ça fait déjà passé en plus. Ah merde. Rendez-vous roule l'année prochaine. Rendez-vous l'année pro. Ok messieurs, et bah moi je vais vous faire jouer. Je pense que vous avez compris que j'aime bien parler des morts. Et du coup, je vais vous faire jouer avec les dernières lignes de dialogue de personnages de film avant qu'ils ne meurent. Donc vous devrez deviner le film, le personnage et l'acteur
qui tient la réplique. T'en as pas assez de voir des morts tous les jours et tu fais que des jeux sur les morts, quoi. Oui. On va se faire spoiler, nous allons vous spoiler. Ah oui, totalement. En vrai, c'est des trucs très obvious. Mais, vous le savez, je ne suis pas un acteur. Par contre, j'ai Jacqueline. Hello Jacqueline. Salut Owen, wesh tu dates ref. Alors je te ferai remarquer, Jacqueline, que contrairement à la première fois où tu es apparu dans notre émission, on a Fred. Et Fred est là. Ah, Fred est là cette fois. Ça fait grave plaisir, il est tellement BG. Ah, je sais. Merci Jacqueline. Ça me fait plaisir aussi de te rencontrer. La première. Rosebud. Citizen Kane. Oui. J'ai même- Quel personnage et quel acteur? Alors c'est Orson Welles, Oui. Citizen Kane, et comment il s'appelle déjà dans le film? J'ai un trou de mémoire. Charles Foster Kane. Oui. Ah oui. Donc 2 points Julien, 1 point Jérém. Rose, j'ai même pas compris le truc. Ça, il a dit quoi? Rosebud. Ok, jamais vu. T'as jamais vu Citizen Kane? Non. C'est incroyable. Ouais, je sais. L'horreur. Apocalypse Now. Oui. C'est le Connor Court qui dit ça, non? Oui. Et donc c'est Marlon Brando. Bravo. Liberté. Oh, Jérém, il va tout déchirer encore. Braveheart. Oui. Mel Gibson. William Wallace. Oui. Oui. Ah, ça fait beaucoup de points déjà de départ. Ensuite, les gars. Monde de merde. Putain. C'est George Abitbol dans la classe américaine qui est interprété par John Wayne. Bon, du coup, on va rappeler ce jeu. C'est juste Jérém et moi qui jouons. Ok, pas de problème. Voilà. Moi j'aime bien, j'entends Jacqueline qui est très sympa. Elle a une belle voix, Jacqueline. Hein. Mm, Franchement. vraiment. Tu avais raison à propos de ta sœur, dis-lui que tu avais raison. Pourtant, c'est un film que vous avez forcément tous vu. Un personnage que vous connaissez tous. Ah, ça ne vous revient pas Et Seven. Qui a une sœur du coup. Ah bah non, c'est Oui, enfin que le personnage à qui il parle a une sœur. le héros a une sœur, ouais. C'est un truc flippant, genre un peu morbide. Non, c'est la conclusion. Enfin non, c'est pas la conclusion puisqu'ils ont fait une trilogie depuis. C'est la conclusion d'une saga. Harry Potter. Non. C'est le grand méchant de cette saga. Ah, Star Wars. Bah ouais. Bah Star Wars, Ouais. Dark Vador. Et l'acteur qui joue Dark Vador. Oh mec, putain, je casse les couilles. Hein. Anakin, c'est oh non. Non, quelqu'un là, cet acteur-là. Aiden Christensen. Bah non, c'est pas lui qui dans le Retour du Jedi, c'est pas Hayden Christensen. oui, du coup, merde, c'est... Tu lui donnes ta langue gauche, ça. La voix, c'est James Earl Jones, mais Mais non, bah non. suppose En que plus, c'est pas dans la cette voix. scène-là, c'est même pas la voix de James Earl Jones puisque c'est l'acteur qui montre Voilà, son et visage. j'ai oublié qui c'était. Sébastien Cho. Ensuite, ah ça c'est mon préféré. Et ce soir, quand j'entrerai chez Dieu, mon salut balayera largement le seuil bleu. Quelque chose que sans un pli, sans une tache, j'emporte malgré vous. Et c'est, point mon panache. Pas Cyrano de Bergerac. Oui. Dans le film de Rapno. Donc Oui. joué par Depardieu. Et oui, Voilà. ça te fait 3 points. Merci. Parce que il a donné le réalisateur en plus, donc ça déchire. J'adore ce film. Un peu technique. Elle m'a supplié de l'épargner. Pour elle et pour le bébé qu'elle portait. Oh, il l'ignorait. Oh toi, Fred. Non, je rigole. Non, je rigole. Bah, Julien. C'est pas dans Kill Bill 2? Non. Ah. Seven Kaisers... non, John Doe, du coup. Oui. Kaiser Soze, non, mais c'est Kevin Spacey, du coup. Oui. Putain. Ah c'est J'allais dommage. dire pas du tout. incendie, frère. Quoi? J'allais dire incendie, Ah, rien à d'accord. voir. Oui, oui, c'était John Doe dans Seven, incarné par. J'ai revu il y a une semaine le film. Sérieux alors vraiment, putain. Tous ces moments se perdront dans le temps. Comme les larmes dans la Allez, pluie. Fred, Il allez, est plus temps de rapide. mourir. Alors j'ai pas tout. C'est Blade Runner, c'est Ridley Scott. Ouais, mais je te demande pas le réel. Oh bah s'il te plaît, t'as donné un point en plus là. Non, moi, c'est Ridley parce que j'avais Scott. tout donné. Et c'est un robot, c'est le méchant, c'est le déviant. C'est Roy Batty. Oui. Et quel est l'acteur? Ça, je sais plus. Je l'ai. Vas-y. Roger Hauer. T'as dit quoi? Roger Hauer, non? Alors c'est pas Roger. Roger Hauer, non, je sais Non. pas. C'est Rutger. Rutger Hauer, mais je sais pas comment tu- Rutger Hauer. Je sais il pas a comment pas, tu il a pas prononces. le Ça son. passe, ça passe. Quoi? Il a dit Roger et c'est Rutger. Je sais pas comment ça se prononce. Pour moi, je dis, mais j'avais Rutger Rutger Hauer. Rutger Hauer, ok. Ouais, ça se dit Rutger Ça se, passe Hauer. ça se passe comment niveau points? Moi, j'ai 5 points. Fred, tu as 2 points. J'en ai un en plus là du Oui, coup. du coup, t'as 3 points parce qu'il y a celui-là. Et Jérémy est en tête des blocs avec 3, 6, 9, 12, 13, 14 points. Oh l'enfoiré. On arrête le jeu. Il vous reste encore 2 répliques à deviner. Alors c'est ça l'effet que ça fait. Vas-y. Natural Born Killers. Non. Julien il réfléchit très fort là. C'est un film de 2017. Alors c'est ça l'effet que ça fait. Parce que oui, il découvre l'effet que ça fait de crever. Ouais, bah oui. On découvre qu'une fois. Et j'aime trop dire Harry Potter. C'est Harry Potter. Non. En 2017, tu con, ouais. Non, c'est un personnage qui a vécu des centaines d'années et qui enfin meurt. Truc de super-héros. Allez, c'est un
C'est un héros de film de super-héros qui va revenir cette année en plus. Ah, je l'ai. Il l'a pas, en fait, il réfléchit. Si, c'est Logan. Oui, c'est ça. Donc c'est Wolverine, Logan, j'ai oublié son nom de famille. Hugh Jackman. Bah oui. C'est vraiment au moment où t'as dit 2010, où j'ai réfléchi, je me suis dit, mais c'est 2017, c'est forcément X-Men. Et après, tu l'avais, et je me suis dit, c'est forcément Logan. Quel dommage. J'ai totalement oublié ce film. Quoi, sérieux? Logan, ouais. Non, il était bien, il est un Bah, peu... c'est- Et le dernier, Je sais maintenant pourquoi vous pleurez, mais c'est une chose que je ne pourrai jamais faire. La ligne verte. non. Oh. Je pense que je l'ai, c'est pour ça que tu m'as souri. Bah ouais, j'étais content en mode yes Fred. Ah, ok. Remets-la. Oh les gars, c'est un de mes films préférés. Je sais maintenant pourquoi vous pleurez, mais c'est une chose que je ne pourrai jamais faire. Terminator 2, Bah oui. Ah, C'est juste putain. avant de se tuer. Et Ah. quel est l'acteur et le personnage? bah, c'est le Terminator. non Ouais, mais Oui, le modèle. Ah, c'est le T. Tu peux le dire? Vas-y. C'est le TX2000. C'est Non, Schwarzenegger. TX2000, le nouveau. En tout cas, c'est Schwarzenegger. Oui. Mais c'est le C'est T800. Schwarzy quoi? Le T800. Oui, c'est le T800. Et t'as dit quoi? Schwarzy quoi? Schwarzy? Schwarzenegger. Vous voulez l'avoir? Julien, je te laisse nous redonner les scores, mais bon, sans équivoque, c'est Fred qui a gagné. Ouais. Oui, Fred est en tête avec 3 points. S'ensuit moi-même avec 8 points. Et évidemment, bon dernier. Voilà, très mauvais. Jérémy avec 17 points. Eh ben, dis donc. Ça ne s'arrêtera donc jamais. On n'arrivera jamais à faire un jeu où Jérémy ne gagne pas. Ah, quand je les présente, je les gagne pas techniquement. Ouais, mais t'en fais quasiment jamais des jeux. C'est tout le temps moi qui les fais, les jeux. Et après, c'est Owen qui gagne généralement. Parce que vous mettez beaucoup de films américains. Ouais, bah, Ouais, c'est je trouve vrai. que c'est un peu de la. Ouais, de- c'est- voilà. Ceux qui aiment le cinéma européen, ils sont pas Ok, récompensés. exactement. faut pas- Ouais, mais c'est marrant parce que dans les films français, il y a moins de gens qui meurent. Alors qu'on est très... Ou c'est moins marquant. Je Puis trouve en qu'on vrai- aime tuer les gens quand même en En France. vrai, je vous ai mis des films français. Je vous ai mis Cyrano de Bergerac. Je vous ai mis Cyrano de Bergerac, c'est déjà ça. La classe américaine, c'est un peu un film français. Alors attends, je vais vous tester. Dégueulasse, dégueulasse. Quel film, quel acteur? Ah, Serge Gainsbourg. Non. Mais vous êtes dégueulasse. Non, ça, j'ai pas. C'est Jean-Paul Belmondo dans À bout de souffle de Jean-Luc Mais Godard. oui, mais quel con en plus. Voilà. C'est moi qui ferai le jeu la prochaine. Bref. En tout cas, c'était très sympa. Merci Owen. Bah Merci, merci. Owen. Et Merci Jacqueline. salut Jacqueline. Ah oui, oui, Jacqueline. Mais en fait, elle nous a déjà quitté là, c'est bon. Ah, elle est plus là? Ouais, elle est plus là. Elle est disparu. quittée définitivement? Elle fait pas d'heure sup en fait. Ah, Ouais, ok. non, mais elle s'est barrée là. Et ben, on arrive enfin au Joker. Parce qu'en vrai, c'est le truc qui me hypait un peu le plus par rapport à cette Ah. émission-là. Parce que si vous avez écouté la dernière émission, et j'espère que vous l'avez écouté, Fred avait eu un Joker très judicieux. Est-ce que tu vas nous réexpliquer un peu le... Ouais, bien sûr. Je me suis dit que ce serait hyper intéressant de parler de films un peu oubliés de notre enfance, parce que l'enfance, ça remonte quand même à pas mal de temps chez nous. On est encore un peu jeune, mais l'enfance, c'était il y a 15, Il y a 20 ans. 20 ans presque, ouais, effectivement. Et je trouvais ça hyper intéressant qu'on déterre un peu ces souvenirs, un peu à la manière de Pompéi, quoi. C'était un peu des souvenirs qu'on n'avait pas du tout revus, quoi, des films qu'on n'avait pas revus. Et je trouvais l'expérience intéressante. Donc, on a regardé nos films, je pense. Vous avez tous regardé vos films un peu. Pour rappel, quels étaient nos films du Quels coup étaient nos films? Alors moi j'avais pris 2 films, mais j'en ai choisi un finalement. J'avais parlé du Noël des Coccinelles que je vais vraiment gerter parce que je l'ai revu aussi, c'était horrible. Il a payé 15 balles J'ai pour le payé voir. 15 balles pour trouver ce DVD de merde d'un film d'Estonie, genre vraiment méchant. Bref, non, j'avais parlé de Tom et Lola, qui est un film français sorti uniquement en VHS que j'ai retrouvé sur YouTube. J'ai eu de la chance parce que introuvable. Owen, tu avais parlé de Star Trek Premier Contact, avec Patrick Stewart dans le rôle de Jean-Luc Picard. En fait, je pensais depuis toujours que Premier Contact, c'était le premier avec Jean-Luc Picard, alors que non, en fait, c'est le deuxième. Voilà. Le premier s'appelle Star Trek Génération. Et c'est genre le 7e ou 8e film de la saga. Donc vraiment, quand on l'a rematé avec Jérém, on était au milieu de saga, mais ça se regardait bien. un truc qu'on peut refaire peut-être. Vous parlez du film, mais dites un peu ce que vous imaginiez à l'époque. Comment vous l'avez vu, quel était un peu le cadre du truc. Ouais. Genre un peu, vous voyez, le souvenir que vous aviez avant de revoir le film. D'accord. Bah, je dis ça du coup. Vas-y, ouais. C'est un film que je regardais beaucoup avec mon père. Et le souvenir le plus prégnant que j'avais, c'était la méchante du film, qui était une sorte de reine alien chauve, avec des sortes de trucs métalliques à l'arrière, et qui était absolument effroyablement moche. Et en fait, elle kidnappait un des sbires, enfin un des seconds de Jean-Luc Picard. Alors, c'était pas le personnage que je pensais dans mes souvenirs. Genre, je croyais que c'était un barbu. Et en fait, pas du tout. Genre, c'est Data, c'est le cyborg de l'équipage. Et bref, elle le kidnappe et il y avait toute une intrigue entre deux. Et c'est vraiment ça qui m'avait marqué dans le film. Alors que... T'avais trauma de genre un peu ou... Non, ça m'avait fasciné quand j'étais gamin. Et la manière dont il résolvait la situation, ça me marquait grave quand j'étais gamin. Alors que j'avais oublié un des mèmes les plus forts du film. Et genre, en fait, c'est un film à mème. Parce que c'est dans ce film-là qu'à un moment, t'as Jean-Luc Picard qui fait « No !»
No! Non! Ah oui, quand même. Il est incroyable ce nom. Ah Julien, parle-nous un peu donc de ton film, du souvenir que tu avais quand tu étais jeune. Moi, c'était Le Géant de Fer. Et comme je disais la dernière fois, j'en avais vraiment pas de souvenir. Je sais juste que j'étais très triste quand je voyais ce film. Je me rappelais que des deux séquences, celle du début quand on trouve le géant et celle de fin, celle du sacrifice. Par contre, ce que j'avais oublié, c'était en termes de graphisme. Je sais pas pourquoi, le souvenir qui m'en restait, je voyais ça comme un très vieux film, genre vraiment une esthétique un peu... vous voyez les animés un peu 80-90, l'esthétique que ça a. Bah, j'avais cette esthétique-là en tête, alors que c'est pas du tout ça, c'est vraiment du dessin à l'occidental de fin 90, début 2000. Il y a un peu d'animation 3D dedans, je crois. Ouais, mais tu vois, j'avais pas ce souvenir, j'avais pas du tout ces souvenirs-là en termes d'animation. Et c'est vrai que ça m'a rappelé quelque chose, ce Joker, c'est qu'il y a l'année dernière, il y a même 2 ans, j'avais revu le premier Indiana Jones et le premier Pirates des Caraïbes. Alors le premier Indiana Jones, je m'en souvenais très bien, mais ça faisait extrêmement longtemps que je l'avais pas vu, genre ça devait redater de l'enfance. Et par contre, le premier Pirates des Caraïbes, c'était pareil, mais je n'avais aucun souvenir. Et c'est vrai que, tu vois, sur un film comme Pirates des Caraïbes, j'avais adoré. Et du coup, en revoyant la suite, j'ai trouvé le 2 et 3 assez moyen. Oh non! Et par contre, le 1, j'avais adoré. Alors je sais que le 2, je le regardais en boucle. Indiana Jones, j'avais été un peu déçu. Mais parce que je l'ai tellement vu que j'avais des attentes tellement fortes que je me suis rendu compte un peu des ficelles qu'il y avait derrière. C'était pas une vraie redécouverte. C'est ça. Et le Géant de Fer, c'est un peu... voilà, c'était bien. Ouais. À toi, Jérém, parle-nous de ton film, l'enfance, le cadre. Alors, Les je rappelle le film que j'avais choisi. J'avais choisi Gloops, Je suis un poisson, ou Non, pardon. c'est un film danois, en fait, c'est pour ça. Ah, mais- d'accord. Après, tu l'as pas compris. J'ai pas compris. Non, donc, coproduction européenne, vraiment. Il y a je sais pas combien de films en coproduction. Quel souvenir j'en avais? Bah, aucun, un peu comme Julien. Je me souvenais juste de la musique, en fait. Tu sais, Gloops, gloops, je suis un Petit poisson. Je suis un petit poisson Voilà. dans le bleu profond. C'est nul à Celle-là chier. qui Celle-là, viendra voilà, me je me sauver. souvenais de cette musique-là, voilà. Au fur et à mesure que je redécouvrais le film, parce que pour moi c'était vraiment une redécouverte, j'ai eu des chocs mentaux en mode, je me souviens de ça. Mm. Voilà, le même de DiCaprio. Ouais, Tu vois. exactement. Ouais. Et franchement, ça dure 1h15, c'est pas long. Tu Moi, vois, je le trouve cool. Moi, j'ai un très bon souvenir du C'est film. ouais, en vrai. tu te parce fais que- pas chier parce que ça dure pas longtemps. Certes, c'est un film pour enfants, mais franchement, ça se regarde vraiment très bien. Ouais. Mais je l'avais vu gamin aussi, genre je l'avais partiellement oublié parce qu'en vrai finalement ça allait plutôt bien comme revisionnage. Mais effectivement ça vole pas haut, Mm. c'est très désuet, mais il y a Donald Renew qui fait la VF. Voilà, la VF est trop cool en plus. Donc, Et le méchant, ouais, le méchant est ultra caricatural. mais- Vous allez trop vite là. Vous avez Pardon. direct. Bon bref. Moi je reviens du coup sur le film parce que j'ai pas dit. Donc moi j'avais parlé de Tom et Lola qui était donc un film introuvable en fait. C'est un film qui est sorti qu'en VHS. Moi on m'a expliqué après coup qu'en fait c'était un film qui appartenait à ma grande tante. Enfin ma grande tante. On a genre 10 ans d'écart mais ma tante du coup. Donc c'est pour ça que j'avais trouvé ce truc en VHS. Je l'avais regardé etc. Un film vraiment mais introuvable. Et donc moi les souvenirs que j'avais de ce truc c'est que je me rappelais un peu de petits trucs. C'était l'histoire de 2 gamins en fait qui sont tellement malades qu'ils doivent vivre dans des bulles. Ils sont chauves, ils sont tout nus. Genre constamment tout nus. Alors vraiment à l'époque on montait des gamins tout nus genre facilement. Et moi je me rappelais surtout de tout le truc du film où les gamins sortent de ces bulles et découvrent le monde en fait. C'était un film très onirique, très bizarre. Ils avaient un langage un peu bizarre, ils faisaient Tikira, des trucs vraiment trop chelous. Et du coup j'avais un souvenir un peu flou de ce film. Et le revoir du coup, quelles émotions ça Et t'a le revoir traversé. alors finalement. Et bah comme dit Jérémy, c'est que tu as des séquences, tu te rappelles exactement en fait. Ça se déploie, t'as des personnages qui disent des dialogues, t'as des endroits et en fait tu t'en rappelles quoi. C'est ça qui est fou, c'est que t'as l'impression que t'avais totalement oublié ce film alors que ça a toujours été en toi. Oui. genre. Mais il y a une séquence dans Star Trek où la reine, en fait, elle a une tête jusqu'au buste et après, c'est une sorte de queue métallique. Et en fait, genre, elle s'intègre Dans ses jambes, quoi. au reste du corps, genre au torse, aux jambes, aux bras. Et l'effet est juste oufissime. Et genre, ça fait un flash dans mes souvenirs. Moi, genre, oh Ouais, c'est ouf. Mais par rapport à ça, l'effet est exceptionnel. Même Mhm. avec l'œil d'aujourd'hui, tu ne vois pas la coupe, c'est incroyable. Franchement, pour 96, le film déchire. Mais est-ce que vous avez vraiment aimé ces films alors aujourd'hui? Bon, je dis pas que c'est un chef-d'œuvre, mais franchement, Star Trek, c'est cool. Hein. C'est un très bon divertissement, Star Trek Premier Contact. Et Gloops, ça se regarde. C'est cool, c'est cool, c'est un film pour Mais enfants qui dure pas Je longtemps. trouve que c'est pas déconnant le fait qu'on ait oublié un peu ce film-là, parce que finalement, dans tout le moule de dessins animés qu'on a pu voir quand on était gosse, c'est un très anecdotique. On dit se taper des trucs fous quoi.
à côté d'un Roi Lion ou d'un Monstre et compagnie. Non, mais je suis d'accord. Après, c'était un film que j'avais pas mal oublié, donc j'ai eu pareil ces petites réminiscences. Comme je l'expliquais pour Pirates des Caraïbes le premier, c'était exactement ça. C'était vraiment un film, t'y vas, tu te dis, mais en fait, je sais plus du tout ce que c'est. Et en fait, si, il y avait ça, et il y avait ça. Après, c'est sûr que ça m'a pas provoqué les mêmes sensations que quand j'étais enfant. C'est-à-dire que je vous l'avais dit, quand j'étais enfant, je regardais en boucle, j'arrêtais pas de pleurer, du coup, ma mère me l'avait interdit. C'est triste, mais c'est beau. Non, Mais je pense de la même manière, c'est le même réal, il avait fait Les Indestructibles. Et là, tu me remets Les Indestructibles. C'était un film que j'adorais quand j'étais gosse. C'était, je mettais le DVD ou la cassette, je sais plus, en boucle. Je connaissais le film par cœur. Ouais. Et tu vois, j'aurais pu choisir Les Indestructibles aussi. Quoique j'ai encore un peu plus en tête. Mais je pense que je serais pas en mode waouh, c'est incroyable, le meilleur film et tout. Mais j'aurais toujours de la sympathie pour ce genre de film. Moi, ça me rappelle, c'était Spider-Man 3. À l'époque, moi, j'allais jamais au cinéma. J'avais pas vu le film, mais le film était sorti en DVD depuis genre des mois et des mois. Genre, j'avais toujours pas vu Spider-Man 3. Alors que, mec, je passais ma vie à sauter de canapé en canapé. Enfin, c'était Day le monde. one. Et du coup, le film, on avait reçu le DVD. Et je me rappelle, je l'avais regardé toute la journée. Je m'étais levé à 9h. J'avais la chambre de libre. Je l'avais mis. Je l'avais remis. Je l'avais encore remis. Je l'avais encore remis. Je l'avais encore remis jusqu'à 20h. Incroyable. Bref, ça m'a rappelé ça. T'as dû le mater 4 ou 5 fois parce qu'en vrai il fait 2h20 quand même. Ah oui, Spider-Man 3. oui, exactement. Toute la journée. Mais quelle folie. Incroyable. Tu vois, tu viens de m'avoir fait un flash. C'est mon expérience avec le premier Terminator. Oh. Un film que en plus j'ai rattrapé. J'ai pas encore vu le 2, faut que je le fasse. Et Attends, t'as jamais vu Terminator 2 j'ai vu que le 1, faut que je rattrape le 2. Quoi Ouais, faut que je rattrape le 2. Et mais justement, je vais te raconter mon expérience avec Terminator parce que c'est super intéressant et c'est vraiment dans le thème. En fait, quand j'étais petit, pareil, ma première expérience avec Schwarzenegger, c'est ma mère qui un jour me parle de Schwarzenegger. En fait, déjà le nom me faisait. De quoi? C'est ma mère qui me parlait de Schwarzenegger. Et elle me disait oui, c'est un acteur autrichien, mais elle me disait qu'il était gouverneur américain. Du coup, moi, je comprenais pas comment un Autrichien pouvait être aux États-Unis. Donc là, la situation est très drôle. Moi, le nom, je le trouvais incroyable, Schwarzenegger. Je le prononçais tout le temps mal. Et un jour, elle me parle de quand elle était jeune, elle adorait Terminator. Donc moi j'étais en mode je vais trop voir Terminator avec le monsieur autrichien gouverneur aux États-Unis. Et du coup c'était un voisin de ça, c'était l'époque des DivX, donc les DVD piratés que tu mettais là dans les lecteurs. Et du coup il m'avait donné les Terminator. Sauf que j'avais 8-9 ans. Et du coup, moi, je mets le Terminator, la première scène de Terminator, et je vois déjà un monsieur tout nu, Schwarzenegger tout nu. Donc j'étais en mode, c'est quoi ça? C'était bizarre. Et en fait, il y avait la scène où en fait, il poignarde les mecs. Il transperce avec son bras. Ouais, en fait, ça m'a dégoûté. Du coup, j'ai coupé le film et je n'ai rattrapé ce film que quasiment. Je vais avoir 9-10 ans. Et donc, je l'ai rattrapé il y a 1 ou 2 ans, je crois, le film. Et le revoir. Et du coup, le revoir, il y avait cette séquence-là et ça m'a fait très bizarre parce que quand je l'avais relancé il y a à peu près 2 ans, j'étais en mode cette séquence qui m'a un peu traumatisé quand j'étais petit. C'est-à-dire que le seul souvenir que j'ai avec Terminator, c'est j'ai pas pu voir aller plus loin. Ouais. Et du coup, j'ai vu, je me suis dit, c'était ça qui m'avait traumatisé. Voilà. Et le film, tu l'aimes bien? Ouais, c'est sympa. Putain, moi, même chose, mais avec Chucky 4. J'avais une cassette qui traînait dans le placard de ma tante et je voulais trop la voir. Un jour, elle a fait vas-y, regarde, c'est bon. J'étais trop jeune en fait. Chucky 4 quand même. Et la scène qui m'avait marqué, c'était une scène de baise celle-là entre les deux poupées, quoi. Non, c'est la scène des miroirs, genre quand la façon dont c'est juste après. C'est vrai, c'est ça, justement. Non, mais justement, c'est après. l'enchaînement qui m'avait un peu marqué, quoi. Ouais. Et tu l'avais regardé jeune ou pas, toi aussi? Oh, je l'ai rattrapé à 14 ou 15 ans. Ouais, ça passe. Même un peu moins. C'est cette période où j'étais grosse phase, genre Freddy, ça, Chucky, genre j'ai regardé tout. Ouais. Mais tu vois, c'est des séquences qui nous ont marqué et après on pensait qu'à ça, quoi. Moi, pour revenir sur les Spider-Man, je suis un peu comme toi, genre vraiment, je l'ai déjà raconté à Owen, mais il y a un été où j'ai dû me faire la trilogie de Sam Raimi, mais je ne sais combien de fois. Genre vraiment... Et t'étais jeune aussi, du coup? Ouais, j'avais 10-11 ans, je crois. Et peut-être un peu avant même, pendant tout un été, je me faisais des journées où je faisais que mater les Spider-Man de Sam Raimi. Vraiment, je me faisais 1, 2, 3, je retournais sur le 1, le 3, je retourne sur le 2, tu vois. Enfin, vraiment, j'ai dû mater ces films je ne sais combien de fois. Sur un seul été, j'étais vraiment en phase avec ces films, j'étais obnubilé. Enfin, vraiment, je regardais rien d'autre. En fait, on pourrait quasiment faire une carte Joker, mais dans le même style. Là, tu parles des souvenirs, mais des films que tu as découverts, genre ça, le temps d'un été ou le temps de vacances, par exemple. Par exemple, je sais que Retour vers le futur, c'était des vacances de Noël, collège ou lycée, je sais plus ça, je devais être au collège, et ça passait sur TF1, et c'était genre le lundi, il passait le 1, oui. Le mardi, il passait le 2, et le mercredi, il passait le 3. Et du coup, ça te faisait cet événement coutumier où du coup, tu savais que l'après-midi, t'allais avoir le 1, le 2, le 3. Oui.
Et pareil, genre, moi je sais que je faisais ça avec les Indiana Jones, de me mater en boucle, je me matais le 1, le 2, le 3, et pareil, les Spider-Man de Rémi, mais je les ai matés, je crois que le 2 c'est celui que j'ai le moins vu, Alors c'est le meilleur. mais le 1, le 3, je les ai vus en boucle. Et je me dis, c'est impressionnant quand t'es gosse, la capacité que t'as à revoir des choses en boucle. Parce que moi, c'est vrai que maintenant, les films, je les vois rarement 2 fois. Bah oui. Ouais, 2 fois dans la même année, tu vois. Ouais. Mais en tout cas, c'était très chouette d'en parler. C'est très chouette. On pourrait épiloguer sur tous les films qui ont fait notre enfance, mais je pense qu'il est temps de conclure un peu cette Et émission-là. oui. De refermer le couvercle. Ce long Joker, Oui. plongé dans notre enfance et nos souvenirs. Et puis le DCP dans 15 ans, là, Voilà, on parlera de films d'aujourd'hui. peut-être. Qu'on aura oublié entre-temps. Comme Ferrari. Non, mais je suis sûr qu'il y a des films de 2022 ou 2023 qu'on a déjà complètement Je oubliés. pense, oui. Oui, totalement. En tout cas, Fred, à qui vas-tu donner le Joker maintenant? Alors du coup, encore non. Encore un braquage. En fait, ça continue. Non. Je vais donner mon Joker. J'ai totalement oublié qui était avant moi, donc je vais vraiment prendre au pif, même si la personne était déjà passée. Je vais donner mon Joker à Owen. Ah ouais? C'était toi juste avant moi, c'est Ouais, ça? c'était moi juste avant Bon, toi. alors je vais pas le donner à Owen. Je vais le donner c'est à pas grave. Jérémy. Ah bah merci. T'aurais pu le garder à Non, je vais pas le je vais le donner Non, à non. Jérémy. Non mais. Ah, décide-toi. Je le donne à Jérémy. Ok. Merci. C'est bon, c'est acté? C'est acté, c'est Jérémy. Bah, Merci beaucoup. Jérémy, bonne Ah. chance pour trouver un Joker, ou est-ce que t'as déjà une idée? Non, bah non, tu sais bien que je vais trouver. Eh bien, tu as 2 semaines pour trouver un Joker. Voilà, en tout cas, l'émission est terminée. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Je rappelle que vous pouvez toujours nous suivre en streaming sur Spotify, Deezer, Apple Music, et vous pouvez nous retrouver sur YouTube. On vous fait des bisous, et à dans 2 semaines. Salut. Salut. Merci, bonsoir.